Alors, l'élection de François Hollande, euh, si on prend un peu de recul, on va dire que c'est une élection par défaut, hein. En fait, on a un peuple de France qui n'a pas voulu réélire le président sortant parce il avait bien intuitivement compris qu'il avait menti et qu'il n'était pas vraiment le représentant des intérêts de la France, mais des intérêts de l'Union européenne, du mondialisme, hein, on va le dire comme ça. Hollande s'est fait élire parce qu'en fait il était par défaut quoi, celui qui venait se présenter en face, et surtout parce que DSK s'était fait mettre sur la touche pour ce que j'appelle préliminaire abusif. Donc en fait Hollande a été élu deux fois par défaut et par hasard, parce qu'il fallait chasser Sarko et parce que DSK s'était disqualifié. Et en fait on est, je veux dire, après un président du mensonge, parce que Sarkozy s'était fait élire sur des promesses, un peu nationales, un peu identitaires, un peu néo-Front National. Là, on est sur un président du vide, parce qu'en fait, il a rien dit, il a rien promis, quoi. D'ailleurs, son slogan "Le changement, c'est maintenant". Il suffit de regarder son gouvernement pour voir que Dieudonné avait bien raison, hein. C'est, avec le PS, c'est une dans la gueule, une dans le cul, quoi, hein. Le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pierre Moscovici, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Michel Sapin, Madame Yamina Benguigui. Je te fais fermer ta gueule et je te la fous dans ton cul. Tu vois, dans ton cul, dans ta gueule, vote pour moi, je te la mets dans ta gueule et je te la fous dans le cul. Si moi j'ai adhéré au Parti socialiste, moi qui suis juif aussi, français, socialiste, c'est en pensant à Léon Blum aussi, celui du Front populaire, mais aussi celui des souvenirs sur l'affaire Dreyfus. Et il faut s'interroger, que ferait Léon Blum aujourd'hui? Et quelles ont été les causes pour lesquelles il s'est battu? La République, le socialisme, la gauche, et vers la fin de sa vie, c'est vrai, le sionisme. Ça suppose de ne pas oublier non plus une histoire commune entre les socialistes, Israël et les juifs, qui a pu connaître à tel ou tel moment des difficultés, mais qui a aussi des traditions extrêmement fortes que je voulais rappeler maintenant. Le changement, c'est maintenant. Hein? Alors en gros, on voit que le Parti socialiste, c'est bien le gouvernement maçonnique du Grand Orient, sur une ligne de fausse gauche, la gauche sociétale, réseau, on va dire, réseau de la finance mondialiste, mais habillé de droit de l'hommisme via l'idéologie maçonnique. Et puis concrètement, on a au gouvernement que des types qui sont effectivement membres soit des Bilderberg, soit du siècle, soit de la franco-américaine, enfin on mettra les noms, hein, et les appartenances. Et ce sont tous des sionistes acharnés, et tout le noyau dur du gouvernement, c'est le Grand Orient, hein, c'est la maçonnerie laïcarde profonde, ce qui veut dire que par rapport au gouvernement de droite d'avant, je pense que bon, il y a une petite volonté un peu plus sociale, c'est-à-dire de piquer l'argent aux classes moyennes pour soutenir un peu plus les chômeurs, puisque de toute façon on ne fera rien pour eux en termes de réindustrialisation ou d'emploi. Donc effectivement, il y a un petit choix de jouer plus les classes populaires que les classes moyennes, ce qui d'ailleurs est une catastrophe économique, mais je veux dire, ça fait une petite différence sociale, ça c'est une évidence. La constance, c'est que c'est totalement sioniste, atlantiste, et en réalité néolibéral. La petite composante en plus par rapport à la droite, c'est que c'est très très antichrétien et encore plus français. On dirait aujourd'hui que pour faire partie du gouvernement français, il faut ne pas être né en France, il faut afficher sa détestation de la France. On peut citer la ministre de l'écologie, là, Son mari, oui. Ouais, elle et son mari, enfin je veux dire, voilà. La France forte, c'est un bon slogan?
Alors à mon sens non, moi je me fiche pas mal de la France effectivement, et qu'elle soit forte pour moi c'est pas mon sujet. Ah, tu t'en fiches toi qu'elle soit forte? Mais c'est un hasard historique, l'état des frontières à l'heure actuelle, le fait que moi je sois né en France, je me sens pas plus fier d'être français que d'être grec ou sénégalais. Enfin franchement, c'est quoi cette histoire d'avoir les deux pieds dans la bouse et de bander ses muscles là pour faire croire qu'on est des costauds? On est un petit pays. Voilà, ils sont français par hasard, la France c'est de la merde, pourquoi pas le Sénégal, enfin voilà. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, c'est pas rien, Valls, franc-maçon du Grand Orient. À l'intérieur, les ministères clés, hein, c'est l'économie et finances, l'intérieur, il n'y a pas 36 ministres sérieux, et les affaires étrangères. On voit que si on prend l'intérieur, celui qui va être chargé de botter le cul des gens comme moi et Dieudonné, Valls, espagnol, on vous dit espagnol, naturalisé français dans les années 80, c'est-à-dire que le type est à peine français, et surtout qui a décrété, on va remettre l'extrait, qu'il était éternellement attaché à Israël. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. On préférait qu'il soit éternellement attaché à la France. Hein. Voilà. Et qui a bien envoyé déjà un message en allant à une réunion du CRIF en province, là. La République, mesdames et messieurs, doit être intraitable avec toute manifestation antisémite. Car quand un juif de France est attaqué pour ce qu'il est ou ce en quoi il croit, c'est la République elle-même, dans son essence, qui est attaquée. On l'a bien mis en place pour faire le boulot, voilà, de travailler pour la communauté, on va dire, talmudo-sioniste dominante. Voilà, il a bien été choisi pour ça, c'est clair et net. L'émergence de cette nouvelle génération est incarnée aussi par des femmes trentenaires, comme Najat Vallaud-Belkacem. À seulement 35 ans, cette proche de Ségolène Royal hérite du poste de porte-parole du gouvernement, en plus du portefeuille des droits des femmes. Il y a aussi la députée de Moselle, Aurélie Filippetti. À 39 ans, l'ex-porte-parole du groupe PS à l'Assemblée devient ministre de la Culture et de la Communication. Connue comme la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot, 37 ans, accède au ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement. Des jeunes pousses incarnées enfin par des personnalités moins connues du grand public, comme Delphine Batho. À 39 ans, cette royaliste devient ministre déléguée auprès de la garde des Sceaux. De la même manière, Fleur Pellerin, 39 ans elle aussi, issue de la diversité, cette jeune technocrate au CV déjà bien rempli devient ministre déléguée au PME, à l'innovation et à l'économie numérique. Oui, et puis après, effectivement, les petits ministères rigolos, pour faire joli, c'est toujours la blaquette de service, la beurre de service, dans des ministères qui n'existent pas. Ministère des Français de l'étranger pour Yamina Benguigui. C'est toujours pareil, la réalité de la domination et la réalité du mépris. Effectivement, de faire du communautarisme en prenant une beurre de service, une blaquette de service, il y a même une jaune de service aussi. On est dans le grotesque, le méprisant, l'indigénat, on peut le dire. Et ça me fait marrer quand je pense à tous ceux qui ont voté à Hollande en pensant que le changement c'était maintenant, que ça allait changer, et surtout qu'on allait que c'était presque la gauche. Quand on voit à la Bastille les drapeaux qu'il y avait, drapeaux palestiniens, etc., les gens qui nous dominent et ceux qui ont voté pour eux intelligemment ne sont pas allés, effectivement, ils ont l'intelligence de ne pas avoir exhibé des drapeaux du Grand Orient et des drapeaux israéliens. Ouais, pour la Palestine, y a beaucoup de drapeaux palestiniens parce que ce qui se passe actuellement, on est globalement d'accord pour dire que c'est pas très bien. Ma vision est peut-être fausse, mais moi la vision du sionisme que j'ai, ce sont les volontés de colonisation israélienne avec un lobby de gens qui soutiennent Israël pour continuer à coloniser en Palestine et qui défendent ça envers et contre tout. C'est contre la politique terroriste d'Israël qu'on veut réagir. Mais c'est quand même pour ça que ces gens-là ont voté. Mais ils ont quand même exhibé bêtement des drapeaux du Maghreb, des drapeaux palestiniens. Enfin, voilà, il y avait Yannick Noah aussi à la Bastille. Ouais, ça c'était le tragique effectivement des électeurs du Parti Socialiste qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec son noyau dur à la Bastille. C'était tragique. Ouais. Hey, merci à la famille. Merci à Monsieur François Hollande. Ce soir, j'ai chialé.
C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, on avait Enrico Macias, et avec Hollande, on a Yannick Noah. Donc moi j'ai dit, voilà, dans les deux cas, c'est pas français tout ça, quoi. Puis Yannick Noah, surtout, c'est enfin, il faut regarder, musicalement, c'est de la merde, quoi. C'est de la soupe mondialiste, pub pour les slips, caricature du black qui se soumet à tous les stéréotypes, parce que je vois pas, moi, Patrick Bruel faire une pub pour les slips, hein. Voilà, c'est toujours le black, lui, peut montrer sa grosse bite, quoi. Enfin, je veux dire, vas-y, fais. On est quand même resté dans Joséphine Baker avec le collier de banane, hein. Je veux dire, la jupe en banane, hein. On ne va pas beaucoup bougé. Et ces types-là acceptent ça parce qu'ils prennent un peu d'oseille, quoi. Saga Africa, je fais le négro de service, et je fais ricaner, je prends un peu d'oseille, mais tout ça est tragique. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à la Bastille, il y a la France, quoi. Hein. C'est-à-dire, effectivement, ni Yannick Noah, ni Enrico Macias. Et là, on est passé, effectivement, de la République de droite Enrico Macias à la République de gauche Yannick Noah. Yannick Noah n'étant d'ailleurs, j'ai dit qu'un mec qui fait des claquettes, qui danse derrière, effectivement, on a Valls, Fabius, même Hollande, si on veut en parler. Hein. Mendès France avait au moins l'élégance de mettre France derrière Mendès, quoi. Là, le président s'appelle Hollande, quoi. Moins il y a de France, mieux c'est. Sachant que quand on regarde, d'ailleurs, souvent les types, c'est de plus en plus rare que les mecs soient nés en France, quoi. C'est en général né en Afrique du Nord, je sais pas pourquoi. Même Hollande, hein, fils d'un médecin OAS, c'est des pieds noirs, proche de Tixier-Vignancourt, c'est-à-dire d'extrême droite, ce qui est assez drôle, parce que Ségolène, c'était pareil, c'était famille Front National, militaire de carrière, et Hollande, c'est le socialiste dont le père était à la droite de Le Pen, quoi. Hein. Tout ça c'est ce vaste mensonge républicain, répugnant, enfin ça pue la Troisième République et même la Quatrième République, là, le changement c'est maintenant, on est vraiment dans la France laïcarde républicaine, dans toute son abjection bourgeoise, mensongère, et si on veut enfoncer le clou, sous quel auspice s'est présenté Hollande? Jules Ferry. Voilà François Hollande qui est au pied de cette grande statue installée en 1910 aux Tuileries, dépose une gerbe, donc la figure de Jules Ferry qui est sur ce piédestal. C'est assumé, alors ça ne peut pas être une erreur à ce point-là, c'est même assez inquiétant. Que Jules Ferry, on prétend que c'est le père de l'école libre, laïque et obligatoire, c'est le père de l'école laïque obligatoire, oui, c'est-à-dire de l'école anticatholique, mais libre elle l'était déjà, et gratuite elle l'était déjà. Hein. Elle l'est déjà depuis les rois de France. Hein. Donc on est vraiment sous les auspices d'un militant laïcard, qui, colon notoire, hein, tout le monde a osé le faire remarquer. Hein. Mais ce choix crée la polémique, car l'ancien ministre de l'Instruction publique était aussi un colonisateur qui se fondait sur une thèse raciste. Il ne faut pas oublier, en sacralisant ces premiers républicains, que Jules Ferry et Paul Bert ont tous les deux été de très grands racistes. Le conseil représentatif des associations noires a lancé un appel au président pour qu'il évoque les deux visages du fondateur de l'école. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas rendre hommage à Jules Ferry, mais nous disons qu'on ne peut pas le faire sans évoquer l'ensemble du personnage, ses actions éclatantes, ainsi que sa part d'ombre. Pour Jack Lang, évoquer la part d'ombre de Jules Ferry est hors sujet. On est vraiment sur ce mensonge libéral qui en fait derrière toute l'idéologie des Lumières, qui est une vision, on va dire, rationaliste, anti-spiritualiste, mais raciste, dominatrice. Enfin voilà, on est cette vision qui a amené à la colonisation au nom des races supérieures. Enfin, on a ça jusque. Léon Blum disait la même chose. Hein. Ferry, c'est le 19e siècle, mais Léon Blum disait la même chose dans les années 30. Hein. Le devoir et le droit des races supérieures. Donc on est vraiment dans ce racialisme laïcard qu'on retrouve déjà chez les encyclopédistes. Hein. On parlera de Rousseau qui lui n'est pas dans cette catégorie, mais on a déjà finalement dans toute cette idéologie des Lumières la violence rationaliste, marchande, économiste, avec une connotation derrière raciale